Cartes sur table, une émission proposée par Hype FM. Cartes sur table, Hype FM-ի շաբաթօրյա հայտագիրը։ Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission Cartes sur table. Alors que nous nous préparons à commémorer le 110e anniversaire du génocide des Arméniens, la mobilisation de tous est plus que jamais nécessaire le 24 avril prochain lors des différentes manifestations et notamment à Paris à 18h devant la statue du révérend père Komitas. Sur le plan historique, on pourrait croire que la cause est entendue et que sur le plan de la recherche historique, tout a été fait, tout a été étudié. Cela devient même un argument politique utilisé par la Turquie et ses satrapes pour demander aux Arméniens de passer à autre chose et de regarder l'avenir et non le passé. Une Turquie qui pousse encore et toujours pour nier, si ce n'est les massacres à grande échelle, la réalité juridique d'un génocide, voulant que l'opinion publique et l'Arménie adoptent les termes de grande catastrophe, Medzirène ou de massacre. Pourtant, depuis 2015 et le 100e anniversaire qui avait mobilisé la diaspora et l'Arménie à l'unisson au point que la Turquie avait dénoncé le tsunami du génocide, la recherche historique a considérablement progressé et des avancées majeures ont été réalisées. Nous reviendrons ce matin sur le sens de cette recherche historique des génocides, mais aussi sur la nécessaire vulgarisation et la nécessaire diffusion de ces travaux avec les historiens Raymond Arutun-Kevorkian, président du conseil d'administration du Mémorial du génocide des Arméniens de Dizerganapet, et co-auteur récemment avec Vincent Duclerc et Thomas Hochmann de Arménie, un génocide et la justice aux éditions Les Belles Lettres. Boris Adjemian, directeur de la bibliothèque Boros-Noubal à Paris et auteur de La bibliothèque et le survivant, qui est une biographie de Aram Andonian aux éditions Anamosa. Et nous aurons aussi Claire Mouradian, qui est historienne, mais commissaire de l'exposition Le génocide des Arméniens de l'Empire ottoman, qui est actuellement au Mémorial de la Shoah à Paris jusqu'au 4 novembre. Cette émission Cartes sur table est à suivre en direct sur les ondes d'Hype FM, mais aussi en vidéo, puisque désormais la radio c'est aussi de l'image, sur notre site radio-hypefm.com ou sur nos lives Facebook ou YouTube, mais également sur vos applications smartphone. Ce programme sera immédiatement disponible en podcast et sur notre site internet et rediffusé à l'antenne dimanche à 9h15. Raymond Kevorkian, bonjour. Bonjour. Alors, je le disais dans l'introduction de mon propos, on se connaît depuis maintenant très longtemps. Nous avons travaillé ensemble au moment du centenaire du génocide arménien, mais bien après aussi. La recherche historique a considérablement progressé depuis ces 10 dernières années, mais on a peut-être un peu oublié ce travail qui a été réalisé par les historiens depuis 10 ans. Est-ce que vous pouvez nous brosser quel est le sens de cette recherche historique, de ce travail ? Bon, il y a effectivement cette recherche, elle a mis beaucoup de temps à se mettre en route. C'est un sujet d'ailleurs sur lequel on revient maintenant un petit peu, en quelque sorte l'historiographie, avec c'est Boris qui l'a bien souligné, un travail très classique au début, c'est-à-dire en quelque sorte d'élaboration de la géographie du génocide, de poser un petit peu les bases, et il y a une évolution évidente au cours de ces 10 dernières années vers la mémoire du génocide, vers la manière avec laquelle on a en quelque sorte vécu cet héritage. Ce que je voudrais souligner surtout, c'est que il y a eu des évolutions assez intéressantes. Je l'ai évoqué il y a quelque temps. Au début des années 2010, on a même vu une école en quelque sorte turque, avec des jeunes chercheurs turcs qui se sont mis à travailler sur le dossier, très nombreux, qui sont malheureusement depuis notamment 2016, le pseudo coup d'État en Turquie, dispersés aux quatre coins du monde.
l'évolution que j'observe ces derniers temps, c'est la montée en puissance d'une école d'historiens maintenant en Arménie, digne de ce nom. Une nouvelle génération qui s'est emparée du sujet et qui monte en puissance très progressivement. Voilà un petit peu les grandes leçons qu'il faudrait tirer aujourd'hui. Pourtant, on peut dire quand même que sur le plan universitaire, en tous les cas, la réalité du génocide des Arméniens aujourd'hui n'est plus du tout contestée, elle fait l'unanimité. Oui, si on observe les années 80, 90, ou pas, si je prends le cas de la France, l'école de turcologie était dans une position quasiment ou de déni ou de silence au choix. Les nouvelles générations de turcologues, n'oserait même plus prendre des positions de cette nature au risque d'être, je veux dire, cramé, pour employer un terme un peu trivial. Non, l'évolution, elle est très nette. Il y avait toute une école même de négationnistes aux États-Unis, les Hitlori, etc., qui étaient à Princeton. Tous ces gens-là, je crois qu'ils sont encore vivants pour certains, ont complètement abandonné. Je vais vous donner un exemple très concret. L'ambassade de Turquie à Washington avait un budget de plusieurs millions de dollars annuels qui était redistribué pour des bourses universitaires. Il y a quelques années, le président du jury qui distribuait ces bourses, avait écrit un compte-rendu d'un ouvrage d'un jeune historien britannique, Donald Bloxham, et dans lequel il disait il faut bien aujourd'hui reconnaître que durant 20 ou 30 ans, nous nous sommes tus, mais il faut employer le terme de génocide. Le lendemain, Donald Quataert, il s'appelait, il est décédé maintenant. Le lendemain, Quataert a été démis de ses fonctions de président du jury, et il y a 4 ou 5 ans, ces bourses, ce budget annuel, on a cessé de le distribuer. Donc c'est une sorte de renoncement qu'on observe. Ça devient intenable, voilà. Alors, ce qu'on a pu observer également au cours des 10 dernières années, c'est qu'on s'attache aussi maintenant à l'histoire dans l'histoire, au récit soit individuel, soit collectif. Je pense à des travaux aux États-Unis de Khatchik Mouradian, par exemple, sur comment, à l'intérieur des camps, les survivants ont pu recréer une civilisation arménienne. Et puis, puisque nous avons Boris Adjemian en ligne, on s'intéresse aussi à des personnages comme Aram Andonian, dont Boris vient de faire une biographie. Mais alors, c'est plus qu'une biographie, Boris Adjemian, parce qu'il y a l'homme, Aram Andonian, mais en fait, vous faites aussi une biographie de la bibliothèque. Allô ? Vous m'entendez pas. Zut. Et là, vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Voilà, on vous entend. On t'entend, Boris. Pardon. Oui, j'avais coupé le micro pendant que vous parliez, en fait, et après j'ai oublié, excusez-moi. Donc, en fait, oui, c'est plus une biographie de la bibliothèque qui était le projet de départ. Enfin, pas une biographie, une histoire qui est devenue une sorte de biographie d'une bibliothèque, mais très très vite, avant même en fait de mettre les pieds dans cette histoire, on s'est aperçu que c'était impossible de faire l'histoire de l'institution sans faire l'histoire parallèle de l'homme qui était au cœur de cette institution.
Et donc, Harutun, comme moi, savons bien que voilà, on lui doit beaucoup, pas seulement nous, mais des générations entières de chercheurs, professionnels ou non professionnels, lui doivent beaucoup quant à l'existence de cette bibliothèque, de ce lieu de recherche unique au monde, et aussi quant à certaines des plus grandes avancées de l'historiographie du génocide, notamment par les travaux de Harutun Raymond Kevorkian, donc au début du 21e siècle, avec et même dans les années 90 déjà, et puis avec son grand livre en 2006. C'est quand même un livre qui a permis de faire sortir des placards les témoignages qui avaient été collectés par Aram Andonian au tout début du XXe siècle, et donc d'une certaine manière déjà de lui rendre un hommage, finalement de remettre au centre de l'historiographie cette personne qui en avait été écartée pour de mauvaises raisons. En raison de polémiques sur l'authenticité ou l'inauthenticité de télégrammes ottomans qu'il avait publiés. Mais derrière cette histoire de télégramme, qui est un peu l'arbre qui cache la forêt, il y avait des centaines de témoignages de survivants, dont le propre témoignage de Aram Andonian, qui était lui-même un Un rescapé. déporté, survivant. Et donc, c'était ça qu'il fallait faire réémerger et que Raymond a commencé à faire, et à quoi je m'attache aujourd'hui. Enfin, j'essaye de continuer dans cette voie-là. Et donc, tout ça pour dire que oui, il y a eu énormément d'évolution dans la façon de réfléchir, de penser le génocide des Arméniens, pas seulement depuis 2015, en fait, hein, depuis la fin des années 90, je dirais. Donc, c'est une évolution graduelle. Tu as cité, Harutun, cette école turque, effectivement, on ne dira pas école de jeunes Turcs pour froisser personne, mais qui a effectivement produit des travaux intéressants. Mais il n'y a pas que des Turcs, il y a aussi eu un élargissement avec, donc tu parlais de Donald Bloxham, d'autres, on pourrait citer plein d'autres chercheurs qui sont ni turcs ni arméniens et qui se sont saisis du sujet donc à partir du début des années 2000. Et donc là, on peut dire qu'il y a eu un élargissement qui a fait beaucoup de bien à cette recherche sur le génocide des Arméniens, qui est sorti de son milieu arménien, quoi, et qui a conquis des territoires bien au-delà. Et ça explique aussi qu'on en ait parlé différemment dans les médias, dans la vie sociale, dans la vie politique d'un pays comme la France. Pas seulement la France, mais enfin la France, c'est quand même un cas particulier où cette reconnaissance est vraiment très très profonde, très avancée. Et finalement, le fait qu'aujourd'hui, de jeunes turcologues ou ottomanistes n'osent plus, comme tu le disais très justement, se livrer à des discours qui tendraient vers du négationnisme, ou, comme c'était le cas il n'y a pas si longtemps, c'est même pas seulement en raison des avancées de la recherche historique, c'est aussi en raison de la profondeur de la reconnaissance sociale et politique du génocide en France. Donc c'est devenu politiquement incorrect en France voilà, de nier le génocide des Arméniens. Évidemment, pour des gens de nos générations qui avons connu les périodes précédentes, on voit bien cette évolution. Mais pour des jeunes d'aujourd'hui, ils ne la voient pas forcément, parce ils sont arrivés à l'âge adulte à une époque où on était déjà dans ces dispositions collectives. Et donc, ils ne réalisent pas nécessairement que la façon dont on parle du génocide des Arméniens aujourd'hui, même s'il y a encore, bien sûr, à faire entendre cette histoire, il y a quand même on est quand même dans un paysage complètement différent et en mieux de ce que nous avons connu dans les décennies précédentes. Alors pour nos auditeurs qui ne connaissent pas l'œuvre et la vie de Aram Andonian, est-ce que, à deux voix, hein, puisque vous connaissez très bien le sujet de tous les deux, est-ce que vous pourriez me rappeler en quoi Aram Andonian était si important dans le travail historique et dans la conservation justement des preuves du génocide arménien? Au-delà des télégrammes, hein, les témoignages, tout, mais... Peut-être, je ne sais pas, Harutun, tu veux commencer ou Bon, je veux bien.
Justement, avec Boris, il y a quelques années, nous avons travaillé sur les corpus de témoignages et on en a identifié 3 principaux qui sont, on peut quasiment les qualifier de corpus officiels. Donc le premier constitué par Aram Andonian, mais avec le soutien des cercles arméniens d'Alep qui se sont reconstruits après la Première Guerre mondiale, donc qui financent par exemple la récupération des télégrammes qui ont fait polémique après. Le deuxième corpus, c'est celui du patriarcat arménien de Constantinople. Là, c'est 2 individus et en particulier un historien qui a été très productif, Arshak Alboyadjian, qui s'est après établi au Caire après la guerre. Et puis le troisième, il est très important aussi, c'est celui qui est conservé aujourd'hui aux Archives nationales d'Arménie et qui a été constitué par pas moins que Zabel Yessayan et Ovannes Toumanian. Et il y en a un troisième, je crois que c'est Boris qui m'avait donné les détails sur la troisième personne qui a participé à l'élaboration de ce corpus. Donc le troisième, alors celui d'Andonian, c'est avec des déportés qui ont été dans les camps et qui rafluent après-guerre les survivants vers Alep. Donc au passage, il les interviewe, sans parler de ses propres documents. Le Constantinople, c'est Alboyadjian qui essaye de recréer un réseau avec des rescapés qui essayent de rentrer dans leur foyer. Et le troisième, celui de Toumanian et de Zabel Yessayan, en fait, c'est des gens qui ont réussi à passer la frontière, à fuir le génocide et qui étaient réfugiés aux 4 coins du Caucase jusqu'à Krasnodar, Tiflis, etc. Voilà. Donc c'est vrai que ces témoignages-là, ils font l'objet maintenant de publications assez importantes. Plus globalement, quand moi j'ai commencé à travailler, bon, ne croyez pas que j'en fais une affaire personnelle, mais il faut quand même le souligner. J'avais, si vous voulez, devant moi principalement les travaux de Dadorian. Et Dadorian, qui était obsédé par ce qu'on peut comprendre, les archives allemandes, austro-hongroises, etc., qui mettaient en exergue et qui s'était donné une sorte de règle d'ignorer totalement les témoignages de rescapés arméniens. Alors, ça, c'est Marc de Chagnan qui avait fait un travail assez remarquable sur la signification du témoignage et où il expliquait qu'en fait, aux États-Unis, il y avait un débat extrêmement vif qui constituait à nier en quelque sorte la légitimité du témoignage de victimes dans la documentation de violences de masse comme les génocides. Et il y a eu une évolution progressive où on a commencé à cesser de qualifier ces témoignages de représentation des victimes, donc qui les écartait d'office. Et cette évolution, alors moi je me suis emparé évidemment du dossier, et ce qui me distingue en particulier du travail d'Adorian, c'est que j'ai introduit le témoignage dans la documentation. Alors sous quelle forme? Je me suis imposé des règles. Et 95% des témoignages que j'ai utilisés émanent des 3 corpus que j'ai évoqués tout à l'heure. Et avec une sorte de règle interne que je me suis imposée, en gros, usage de témoignages qui ont été collectés par écrit jusqu'à 1920, c'est-à-dire à chaud, ce que j'appelle à chaud, immédiatement après la guerre. Voilà. Donc, qui n'ont pas subi des pollutions éventuelles
du rescapé, qui a pu après dire des ouvrages, etc., et qui a contextualisé un témoignage qui au départ est très localisé, c'est-à-dire il a pris un convoi de déportés, il a été dans tel camp et à des moments donnés, mais c'est ça, son apport, c'est ça. Alors pourquoi est-ce qu'il fallait l'utiliser? Eh bien, quand vous êtes dans un convoi de déportés, si vous n'avez pas le témoignage de personnes qui étaient au sein de ces convois, vous êtes incapable de dire ce qu'ont vécu ces convois. L'archive officielle, elle vous donne le truc brut, c'est-à-dire quel jour ils sont partis, combien ils sont, et c'est terminé. Et combien ils sont à l'arrivée? Oui, alors ça, on le sait par d'autres sources. Par exemple, on a la chance d'avoir des consuls ou des vice-consuls américains. Il y en a un qui vous dit, le convoi numéro 1 de Harpert, ils étaient 2400 et quelques au départ. Et puis, vous avez le consul à Alep, qui s'appelait Jackson, et il vous dit, le convoi numéro 1 d'Alep, ils étaient 2400 et des poussières, et ils sont arrivés, là, oui, il en reste 186. En gros, on ne peut pas documenter tous les convois comme ça, mais dans le cas en question, c'est documenté. Et c'est révélateur, en gros, des pourcentages de rescapés qu'on avait pour les convois venant des provinces arméniennes qui étaient la priorité des jeunes Turcs. Boris Adjemian, est-ce qu'on peut dire qu'au-delà du travail d'historien, ce qu'on doit à Aram Andonian, c'est d'avoir conservé au travers de la bibliothèque Boros Noubar tous ces documents? C'est-à-dire qu'il a eu la conscience qu'il fallait les garder et qu'ils seraient utiles pour l'histoire. Oui. Alors, oui, tout à fait. De toute façon, bon, déjà, Aram Andonian n'était pas un historien, donc même si on peut dire qu'il a écrit sur des faits historiques, ça bien sûr, mais beaucoup de gens écrivent sur des faits historiques sans être des historiens. Alors, on peut parler d'historien autodidacte, mais lui-même n'a jamais prétendu être historien. C'est un ancien journaliste, on va dire même c'est un journaliste par nature, quoi. Il est un journaliste, caricaturiste, écrivain, bibliophile, bibliothécaire, archiviste. Il est vraiment phasmadarante. Il a une, comment dire, une polyvalence qui lui permet d'intervenir dans beaucoup de champs et qui va faire que c'est la personne idéale pour créer cette bibliothèque. Donc c'est Boros Noubar qui est le mécène, qui prend la décision de créer la bibliothèque, mais c'est Aram Andonian qui va tout mettre en œuvre jusqu'à sa mort en 1951, à savoir qu'il a vécu dans la bibliothèque. Donc il a vraiment été l'homme de la bibliothèque et il a façonné la bibliothèque à l'image de l'idéal d'une bibliothèque idéale qu'il avait en tête, si vous voulez, qui devait rassembler tous les débris d'une nation détruite et faire en sorte que la renaissance de cette nation en exil, par le livre, par l'archive, devienne possible. Et là-dedans, il y a non seulement des témoignages sur le génocide, mais pas seulement. Alors, pour ce qui est des témoignages sur le génocide, il est très clair qu'il a une conscience historique au sens où il sait que ça servira à faire de l'histoire. Il écrit d'ailleurs, il nomme cette collection de témoignages, il la nomme matériaux pour l'histoire des déportations et des massacres. Et il écrit dans un des dossiers, je crois que c'est le dossier d'Erzor, si je me souviens bien, Harutun, il écrit que d'autres que lui viendront écrire cette histoire parce que lui n'en aura pas le temps, ni l'énergie, ni peut-être même le talent. Donc il a quand même une certaine lucidité sur ce qu'il va être en mesure de faire, lui, en tant que témoin et archiviste, et ce que d'autres générations pourraient éventuellement faire après lui. Donc ça, c'est très clair. Après, votre question et aussi les questions précédentes me ramènent à l'idée que finalement, vous posiez la question d'autres manières de parler du génocide aujourd'hui, d'introduire la forme du récit, etc. En fait, ça renvoie aussi au fait que l'histoire du génocide arménien aujourd'hui ne s'écrit plus en vase clos et qu'elle est immergée dans d'autres historiographies. Elle est en conversation avec d'autres historiographies. Alors, comme le soulignait Harutun, il y avait la question des témoignages, du fait les témoignages survivants avaient été ignorés en gros, jusqu'à l'époque où toi, tu as commencé à travailler dessus, jusqu'aux années 90. Mais finalement, c'est exactement la même temporalité, la même chronologie.
dans l'historiographie de la Shoah. Donc ça, c'est quand même assez remarquable. C'est-à-dire que les spécialistes de la Shoah suivent exactement le même cheminement et il y a des daderians de l'histoire de la Shoah, si vous voulez, avant finalement qu'on arrive à des Kevorkians de l'histoire de la Shoah, qui prennent en main toutes sortes de témoignages, y compris des témoignages de survivants qui jusqu'alors étaient considérés effectivement comme non utilisables parce que ne permettant pas d'atteindre l'objectivité, la soi-disant objectivité de l'historien. Donc il y a eu ce passage-là également, le même cheminement dans l'historiographie de la Shoah. Et c'est pour ça que aujourd'hui, le fait qu'on s'intéresse à la question de la survie, à la question des réseaux de rescapés, par exemple le travail de Vahet Ashjian qu'il a publié sur la survie dans les camps du Bilad al-Sham, dans le sud de la Syrie, en travaillant sur des journaux intimes de déportés. Le fait qu'on s'intéresse au réseau d'entraide, alors vous avez cité Mouradian, mais Raymond Haroutun avait également travaillé sur ces réseaux d'entraide en fait au préalable. Et puis il y a Hilmar Kaiser aussi qui a travaillé dessus, historien allemand, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Et finalement, et aussi maintenant, moi, par exemple, je me suis intéressé aux collectes de témoignages. Je trouve ça fascinant, la question des collectes de témoignages à la fin de la guerre. Je ne suis pas le seul à travailler dessus. Et en fait, par exemple, il y a Miran Minassian, qui travaille également là-dessus, en Arménie, qui est en train, lui, de préparer de nouveaux volumes qui vont permettre de parfaire la connaissance que nous avons de Aram Andonian et de son travail, parce qu'il prépare à la fois une édition d'une partie des documents récoltés par Andonian et également une biographie d'Aram Andonian qui sera la première. Donc ça, c'est formidable. On peut dire que là, pour le coup, Aram Andonian, dans les années qui viennent, il va y avoir sûrement énormément de choses intéressantes produites à son sujet. Mais ce qui est fascinant, c'est que ce travail que nous faisons aujourd'hui, en fait, il peut avoir un écho très large chez des collègues qui ne travaillent pas sur le génocide des Arméniens. Autant les historiens du génocide des Arméniens, depuis les années 2000, je dirais, se nourrissent de plus en plus des recherches d'autres champs d'études, et notamment tous les autres champs d'études sur les violences de masse, mais pas seulement, eh bien, autant on trouve dans d'autres historiographies un intérêt. Par exemple, le travail fait sur Andonian a de nombreux échos pour des chercheurs spécialisés sur des profils similaires qui ont écrit, collecté des témoignages sur la Shoah. Ou sur d'autres génocides. Et une collègue, Judith Lioncan, parle à propos de ces historiens autodidactes de l'après-génocide, d'historiographie expérientielle, c'est-à-dire d'historiens qui ont appris sur le tas le métier d'historien, sans vraiment l'apprendre complètement parfois, comme Andonian, mais qui surtout ont mis en œuvre une façon d'écrire l'histoire qui était directement liée à leur propre expérience de la déportation et du génocide. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas unique aux Arméniens, qu'on retrouve dans d'autres génocides, et c'est très intéressant de faire dialoguer ces différents cas. Et aujourd'hui, on est plus, au point de vue historiographique sur le génocide des Arméniens, au point de vue de la recherche au sens large, parce que ce n'est pas seulement la recherche historique d'ailleurs, on est plus dans une démarche, je pense, comme ça, d'élargissement, de croisement, de conversation entre plusieurs champs, d'approfondissement des connaissances, que dans une recherche de preuves, comme c'était le cas dans les générations précédentes, et notamment dans le travail de Varaken Daderian. Je pense, souvent on me dit, j'entends des gens très bien intentionnés, mais qui me disent ah, ça il faut le garder parce que c'est des preuves. Mais j'ai envie de leur répondre, mais nous, ça fait bien longtemps qu'on n'est plus à la recherche de preuves. On ne cherche pas des preuves, on cherche à acquérir des connaissances. Ah, je pense que j'ai été coupé. Non, on vous entend très bien, mais Raymond Kevorkian voulait réagir. Oui, je voulais prolonger les propos de Boris. Il y a des travaux qui m'ont marqué ces dernières années. Par exemple, c'est le travail de Stéphane Hirig, qui est professeur à l'université d'Haïfa et qui a travaillé sur l'influence des réseaux jeunes turcs et kémalistes sur le régime nazi.
Donc on fait le lien entre les deux génocides. Et donc il y a une dimension comparatiste, mais il y a surtout une dimension où émergent progressivement des éléments extrêmement concrets qui montrent comment des violences de cette nature ont pu influencer les violences à suivre. Et donc la logique comparatiste, elle commence maintenant à émerger. Et tant et si bien, là, de ce point de vue, Yves Ternon avait ouvert véritablement la voie avec ses travaux, et notamment son livre « Guerre et génocide » au pluriel, où il montrait combien la guerre est centrale comme élément déterminant qui enclenche une intention qui devient une mise en œuvre. Il y a d'autres travaux, que par exemple ceux de Hans-Luca Kieser, qui montrent combien on a affaire dans ce genre de violence à des régimes. Il a employé le mot de proto-fasciste pour les jeunes Turcs. Donc des partis uniques, des systèmes plutôt totalitaires et qui sont également une condition pour mettre en œuvre ce genre de processus. L'autre élément peut-être à souligner, c'est l'usage de paramilitaires, de milices, qui sont directement rattachés au comité central du parti, qui court-circuitent tous les systèmes officiels, l'armée, la police, la gendarmerie, avec pour unique objectif la destruction physique d'un groupe, d'individus. Ce que vous dites là, Raymond, c'est vrai que ça, tout à coup, ça a fait tilt dans la tête de tout le monde. Donc, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit en Syrie, que ce soit au moment de Daesh, que ce soit en Ukraine ou ailleurs, on voit qu'effectivement, j'avais presque dit un constat un peu, on n'a pas retenu les leçons du passé. C'est-à-dire que malheureusement, le plus jamais ça, quand on parlait des génocides et que ça allait servir de leçon, on a l'impression que ça n'a pas servi de leçon. Quel est le regard de l'historien là-dessus ? Écoutez, en tout cas, au niveau des historiens, en France notamment, mais le process s'est élargi un peu partout, on a introduit dans les manuels scolaires et dans l'enseignement, en troisième et en première, des cours sur les génocides. Et là, de ce point de vue, on a une dette considérable à l'égard de Vincent Duclerc, oui, qui a joué vraiment un rôle central où dans cet enseignement, on met en exergue les trois principaux, on peut pas dire mais les trois principaux génocides, donc qui incluent évidemment les Arméniens, la Shoah et le génocide des Tutsis du Rwanda. Voilà. Avec une volonté extrêmement simple, c'est de faire toucher du doigt ces adolescents, ce que signifient les violences de masse et quelque part ce que signifie aussi un régime totalitaire, et on essaye de leur donner une conscience de leur responsabilité de citoyens, et ce qui signifie que quand des extrêmes émergent, que des pratiques totalitaires se développent, il faut savoir prendre ses responsabilités et aller au charbon, en quelque sorte. Alors, Boris Adjemian, je vais bientôt vous laisser, mais je voudrais quand même qu'on évoque ce que j'ai lu dans le livre et qui m'a profondément marqué, parce qu'on parlait effectivement de comparaison par rapport à d'autres sujets qui émergent dans d'autres génocides. C'est la question du pillage de ces archives, de ces bibliothèques, et le fait que la bibliothèque Boros-Noubal a été pillée pendant la Seconde Guerre mondiale. Un certain nombre de documents précieux ont été pris par l'occupant allemand, et on voit par exemple, on a vu ça pour ceux qui se souviennent dans Monument Men ou d'autres films d'archives de biens culturels qui ont été pris, et donc ça existait aussi pour le patrimoine arménien.
Ce qui va me permettre de répondre après avec Raymond sur une autre question sur le patrimoine arménien. Ah, oui, donc là, on parle de patrimoine littéraire. Effectivement, la bibliothèque a été visée par une opération de pillage pendant l'occupation allemande. La chance qu'on a, c'est que Et cette on opération, n'a jamais retrouvé où sont ces documents. on en a retrouvé quelques-uns. On sait qu'il y en a encore dans la nature beaucoup. Il semblerait qu'il y en a pas mal qui se trouvent en Biélorussie. Il semblerait qu'il y en ait aussi quelques-uns dans des bibliothèques universitaires aux États-Unis. Donc, il peut y en avoir un peu partout, si vous voulez. En fait, c'est une opération de pillage qui a été menée à la suite des pillages de bibliothèques juives, russes, polonaises, ukrainiennes à Paris, qui ont eu lieu l'année précédente, en 1940. Et puis en 1941, donc, il y a eu une tentative de transfert intégral de la bibliothèque arménienne de Paris, donc la bibliothèque Noubaj, à Berlin. Finalement, il semble que les Allemands aient changé leur fusil d'épaule et ils ont envoyé un spécialiste arménien de Berlin qui se trouvait donc être le professeur Ardaches Aperian, bien connu des arménologues, et qui est venu à Paris pour mener une opération de sélection des livres destinés à être emmenés en Allemagne. Il faut dire que Aperian, qui est le neveu de Manoug Aperian, qui est à l'origine de la réforme de l'orthographe en Arménie soviétique, un linguiste, son neveu, donc Ardaches Aperian, était le président de la petite communauté arménienne d'Allemagne. Et dans les années 30, il était tout à fait favorable au régime du Troisième Reich. Voilà. Alors, la chance qu'on a, c'est que Aram Donian étant présent dans la bibliothèque, puisqu'il y résidait, et que cette opération de pillage un peu baroque ayant duré 3 mois, il a été en mesure d'écrire un journal, de tenir un journal intime donc de cette spoliation, qui est une source unique sur les pillages de bibliothèques, parce que dans tous les autres cas de pillage de bibliothèques et aussi de pillage d'œuvres d'art, toutes sortes de pillages mis en œuvre par les nazis, il n'y a pas de témoignage de victimes, on n'a pas de témoignage circonstancié de la part des spoliés. Or là, comme ça a duré longtemps et que lui était sur place, il a été observateur de tout le processus, et il donne des éléments très très intéressants qui, je pense, seront très intéressants pour les spécialistes de l'histoire des pillages de bibliothèques, comme ils seront très intéressants pour ceux qui s'intéressent à l'histoire arménienne en général, notamment l'histoire du XXe siècle, l'histoire politique arménienne, et aussi à tous ceux qui s'intéressent à l'étude des formes de récits, donc plus littéraires, parce qu'il y a aussi des enjeux d'écriture dans ces cahiers sur lesquels il a rédigé son journal. Donc, cahiers que je m'apprête à éditer prochainement. Écoutez, Boris Adjemian, merci encore pour ce témoignage. Et puis, je répète que donc, le livre et son titre, La bibliothèque et le survivant, qui est cette biographie d'Aram Donian aux éditions Anamosa. Et j'invite vraiment tous nos auditeurs à se procurer ce livre et à le lire, parce qu'il est vraiment passionnant pour montrer comment un homme interagit avec un lieu et qu'il en est parfois même l'âme, même des années plus tard. Donc voilà. Merci beaucoup, Boris Adjemian. Tout à fait. Merci beaucoup, merci. Alors, je le disais, Raymond Kevorkian, je vais rebondir là-dessus et sur le patrimoine arménien. Je pense là notamment à sa préservation, sa documentation, la recherche historique sur ce patrimoine. Et est-ce qu'il n'y a pas maintenant aussi une forme de prédation de ces monuments avec un nouvel intervenant qui s'appelle l'Azerbaïdjan? Oui, bon, vous faites notamment allusion évidemment à l'Artsakh oui. Et à la politique qui est menée actuellement avec tout un contexte où Est-ce qu'il y a un rôle de l'historien justement pour empêcher cette prédation en le documentant? Oui, vous savez, c'est la même chose pour tout le patrimoine qui était en Turquie. Hein. Oui. Il y a
quelques personnes exceptionnelles comme le couple Thierry, hein, Jean-Michel et Nicole Thierry, qui ont travaillé pendant 40 ans, qui partaient tous les ans pendant 2 mois et demi en Turquie pour collecter les traces, relever les plans des monuments, qui parfois sont passés à un endroit à la fin des années 50 et qui, quand ils repassent vers l'an 2000, ils voient que il n'y a plus rien. Voilà. Et donc, ça, c'est de la documentation. Alors, on peut en quelque sorte sauver la mémoire d'un monument avec de la photographie, avec de la documentation, avec la localisation de ces choses-là. Mais après... physique, eh bien écoutez, là ça relève du rapport de force, hein, sur le terrain. Après, il y a eu des tentatives d'intervention auprès de l'UNESCO. On a pu mesurer, ces temps-ci on le mesure à l'échelle de toutes les institutions internationales, un échec collectif. Que ce soit au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, vous descendez au niveau de l'UNESCO, du HR ou voilà, des autres. Voilà, exactement. La Cour pénale internationale, qui sont quasiment la politique américaine actuellement vise quasiment à enlever toute crédibilité notamment à la Cour pénale internationale. Il y a une offensive insupportable. Et vous voyez, il y a des efforts permanents pour essayer de mettre en œuvre une justice, une punition en quelque sorte. Et on s'aperçoit que la force, le rapport de force devient un élément dominant qui exclut toute perspective éthique minimale qu'on pourrait espérer. Alors, ce que vous avez démontré, alors ça va être la passerelle, mais puisque nous avons maintenant Claire Mouradian en ligne. Bonjour Claire. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien. C'est l'importance de faire connaître ces travaux d'historiens, de les présenter, de les vulgariser, de les faire sortir des murs. Et Claire Mouradian, vous êtes actuellement la commissaire de cette exposition qui a lieu au Mémorial de la Shoah à Paris, qui est hors les murs, c'est-à-dire au sens à la fois en dehors d'un musée arménien, dans le Mémorial de la Shoah, mais également dans la cour intérieure du mémorial, c'est-à-dire visible de tous dès l'entrée dans le mémorial. C'est important pour les historiens, la question à tous les deux, mais d'abord à vous, Claire Mouradian, c'est important que cette histoire, ces histoires du génocide des Arméniens soient connues par l'ensemble de la population, par l'ensemble de l'opinion publique. Tout à fait. Alors d'abord, je voudrais juste rectifier le fait que je ne suis pas commissaire, mais co-commissaire, justement, avec Raymond et Yves Ternon de cette exposition, qui avait été d'abord présentée au Mémorial de la Shoah à l'occasion du centenaire en 2015, qui a été prolongée en 2021 au Mémorial de la Shoah à Drancy avec des ajouts. Donc là, je m'étais occupée davantage de la partie, ajoutée. Il y avait une série de panneaux, notamment insistant sur le négationnisme, et on revient à la question de faire connaître. Et donc, on avait beaucoup insisté là-dessus donc, dans l'exposition de 2021, qui malheureusement a été un petit peu entravée par le confinement, parce que le jour de l'inauguration, le confinement a été décrété. Donc, on s'est repris après, mais je veux dire, à la part. Et là, disons, pour le 110e anniversaire, le mémorial qui, depuis pas mal d'années, travaille sur la comparaison des génocides, qui tient à faire valoir aussi la connaissance pour les autres génocides, à transmettre, travaille aussi sur les Tutsis et d'autres crimes contre l'humanité, a voulu faire quelque chose. Alors c'est pas dans la cour du mémorial, en fait, c'est dans l'allée des Justes. Donc c'est dans la rue. Et donc sur le mur du mémorial, il y a disons les noms des Justes, donc de tous ceux qui ont sauvé au péril de leur vie des Juifs pendant la Shoah. Et donc c'est vraiment dans la rue. Et c'est en face d'un collège. Donc l'exposition va avoir lieu jusqu'au mois de
novembre, et donc elle sera visible, y compris pour les gens qui ne rentrent pas à l'intérieur du mémorial, mais qui passent par là, les collégiens qui vont dans ce collège. Et on m'a dit que, disons, c'est pas la première fois qu'ils font des expositions dans cette allée des Justes et que ça a beaucoup de succès. Puis cet été, bon, il y a aussi des touristes. Enfin, c'est vraiment dans l'espace public. Et donc, on a repris en fait l'exposition donc de 2021 qui s'était aussi déclinée sous forme d'exposition itinérante avec des panneaux qui peut être loué, présenté dans des collèges, des mairies, enfin dans d'autres lieux. Il y a eu un petit rafraîchissement, notamment en reprenant des éléments sur le négationnisme. Mais bon, donc cette exposition, donc nous avons, qui est une œuvre collective. Est-ce que pour tous les deux, une des avancées majeures aussi sur la recherche historique au cours des 10 dernières années, ça a été le travail sur l'image, parce qu'on est dans un monde d'images, et sur la représentation iconographique du génocide des Arméniens, c'est-à-dire cette recherche de nouvelles photos, de nouveaux éléments photographiques et de leur date, arriver à savoir où ça s'est produit, etc. Il y a eu d'énormes avancées en la matière. Oui, on a eu la surprise, par exemple, en Allemagne, de voir des familles qui vendaient sur Internet des photos de grands-pères ou d'arrière-grands-pères qui avaient été sur le front d'Orient au sein de l'armée allemande et qui ont été rachetés par des amis français et bon, je ne sais pas si je peux prononcer son nom, mais un de nos héros de la photographie qui s'appelle Michel Paboudjian et qui a consacré quasiment sa vie à collecter du matériel photographique et qui met évidemment à notre disposition à chaque fois qu'on en a besoin de manière gracieuse. Voilà, donc il y a, il y a aussi, par exemple, un géologue autrichien, le Pichman, qui était en fait dans la région d'Erzurum au moment où les déportations commençaient, et les meilleures photos qu'on a de convois déportés, on lui doit. Voilà, c'est des plaques de verre, le plus souvent, qui sont donc conservées au musée de géologie de Vienne, comme il était géologue. Et on pourrait continuer comme ça. Et il y a aussi... il n'y a pas que la dimension génocide elle-même, il y a aussi les familles qui ont conservé des photographies familiales, parfois pas miraculeusement, et qui les mettent à disposition. Au musée du génocide à Yerevan, on reçoit plusieurs centaines de personnes tous les ans qui arrivent avec ce qu'ils appellent les masunk, c'est-à-dire quasiment leur trésor familial, et qui nous les donnent. Vous voyez, bon, ils ont trouvé mais on a la même chose à la bibliothèque Nouba aussi. Tous les ans, on a des gens qui viennent apporter parce qu'ils savent que ce sont des lieux où on peut conserver ces matériaux. L'association Aram de Marseille a une démarche similaire avec des relais, par exemple à Alfortville ou ailleurs. Alors je rappelle cette initiative qui est la collecte d'éléments photographiques sur l'arrivée des Arméniens dans la région parisienne et donc à Alfortville, qui est menée à la fois par l'association Aram et la Maison de la Culture arménienne d'Alfortville. Et c'est vrai que c'est aussi un travail important sur l'arrivée des Arméniens en France. Claire Mouradian. Oui, je voulais juste, Raymond a tout à fait raison. Il y a aussi les projets comme Ouchamadian menés à Berlin par Vahid Ajdian, avec lequel Raymond a beaucoup travaillé, les Von Nordikian à Beyrouth, l'association Save aussi aux États-Unis, parce que ça fait plusieurs années qu'ils sont engagés dans ces démarches-là. On en a malgré tout pas autant que pour des époques plus récentes, mais effectivement, il y en a qui sortent des caves, des greniers, des tiroirs, et notamment à l'occasion d'expositions et d'ouvrages. Enfin, les expositions sont intéressantes de ce point de vue, ou les documentaires, parce que ça donne l'occasion de rechercher des images inédites. Et donc, on l'avait aussi même au moment de la commémoration la panthéonisation de Manouchian, on a retrouvé des choses qu'on ne pensait pas trouver. Donc, il y a toujours des trouvailles à faire.
Alors, je voudrais juste insister quand même sur un point que Raymond aussi connaît bien et Michel Paboudjian, qui a été l'un des premiers à alerter là-dessus. Il y a la question de l'authenticité des photographies. Alors, quand je dis authenticité, c'est que parfois, ces photographies, notamment anciennes, celles qui traînent dans des journaux, qui sont parfois dans des musées, et même à l'époque au musée d'Erevan, sont mal datées, mal authentifiées. Et donc, il faut faire très attention aussi que ce soit à certaines images. Par exemple, certaines images, on a eu le cas je crois que Michel avait montré ça, des massacres hamidiens d'Erzurum qui sont, 1894-1896. 96, qui sont dites être de 1915, ou même des images du film Ravished Armenia, voilà, des femmes crucifiées qui ont été mises en photographie, enfin en carte postale, et qui sont présentées comme des photographies authentiques. Il y a la question du fonds Armin Wegner. Alors il y a à la fois le fonds et les photographies d'Armin Wegner. Et à l'époque, les journalistes ou les journaux n'étaient pas toujours très rigoureux. Donc, il faut aussi faire attention. Il y a tout un travail sur l'image à faire. Et c'est pas simplement de les collecter. Et ça, les historiens, Raymond comme d'autres, tous ceux qui les collectent doivent faire et les utilisent doivent faire attention à cela et pas, disons, être content d'avoir trouvé des images de cadavres ou de famine. Par exemple, sur la famine au Liban, on ne sait pas si c'est la famine au Liban ou si c'est des Arméniens dans la famine au Liban. Il y a des usages aussi un petit peu à faire avec précaution et pour justement donner aussi à ces images toute leur valeur, parce que la moindre erreur est utilisée par les négationnistes pour dire, vous voyez bien, c'est n'importe quoi. Oui. Raymond Kevorkian, c'est un des travaux essentiels du musée du génocide de Yerevan, avec lequel vous participez activement. Mais c'est aussi la mise en image et l'explication des choses. Je crois que vous avez travaillé récemment sur la modernisation aussi de ce musée. Oui. Disons qu'il y a un processus, on a cessé, en partie en tout cas, de mettre des rajkars un petit peu partout pour nous investir dans des projets un peu plus consistants. Et il y a eu de belles initiatives qui ont été prises. Je ne veux pas qu'on s'enferme dans quelque chose de trop étroit. Tout d'abord, le musée voulu par le Véapar Aram Ier à Byblos, ah oui. L'ancien orphelinat arménien qui a été transformé en musée des orphelins du génocide, donc qui se concentre sur cette jeunesse détruite ou qui a survécu. Et donc c'est un travail, ce musée, qui a été mené en premier lieu par Levon Nordikian, Vaït Ashtian et moi-même. Voilà, on a travaillé plusieurs années et on l'a inauguré en 2015. Et il a été mis en musique, si on peut dire, par Arup Besjian, qui est le chef d'orchestre de ces opérations. La deuxième institution importante, où il y a pas exclusivement sur le 1915, mais assez consistante, c'est également l'ancien orphelinat Vaspuragan de Jérusalem, qui est dans le quartier, qui a été transformé en musée. Alors ça, ce travail, il est plus large. On l'a mené encore une fois à Troyes, mais avec Claude Moutafian pour la partie médiévale et la partie contemporaine à partir du XVIe par moi-même, et toujours mis en musique par Arutun Besjian. Petit à petit, il y a un projet aussi en Californie où probablement il y aura un espace non négligeable pour 1915. Petit à petit, on est en train de créer un réseau et où j'ai en tête l'idée de créer une sorte de fédération avec une concertation régulière entre ces différentes institutions pour établir une coopération beaucoup plus systématique. Voilà. Alors, Claire Mouradian parlait tout à l'heure des touristes qui vont passer par Paris et qui vont visiter. Nous avions Edita Gorzian, qui est la directrice du musée, il y a quelques semaines, et qui nous parlait également, par exemple, d'un travail assez colossal en forme d'audio-guide, et que cet audio-guide qui au départ était juste en français, en anglais, peut-être même pas en français d'ailleurs au départ. Non, au contraire, le français a été publié avant l'anglais.
Et ça, c'était une de mes exigences personnelles. Voilà à quoi sert d'être président d'un musée. Mais elle nous disait que, par exemple, là, elles sont en plein dans le travail de traduction, de mise en ligne pour le coréen, pour le chinois, pour permettre véritablement à plus de gens de s'approprier et d'avoir en langue directe le contenu du musée. En fait, on a à peu près 100 000 visiteurs par an au musée. C'est probablement une des institutions culturelles d'Arménie les plus visitées. Bon, il faut dire que le site est sublime aussi, qui domine Yerevan. Donc, on a également publié dans 7 ou 8 langues des petits fascicules qui sont vendus 3 francs 6 sous pour que les gens puissent se documenter. Oui, on est bien sûr qu'on est tenu d'avoir une action, on va dire, pédagogique pour le public. Oui. Claire Mouradian. Oui, il y a un site web aussi du musée de Yerevan. Et les visites virtuelles, je ne sais pas s'il y a des visites virtuelles. Je me souviens par exemple pour justement l'exposition sur le génocide des Arméniens au Mémorial, comme il y a eu la question du confinement, du coup on a organisé une petite visite virtuelle de 8-10 minutes plus le site web. Donc le site web aussi, en plusieurs langues d'ailleurs, contribue à encore plus élargir l'audience. Et je voulais juste rajouter aussi, en dehors des images, ce qui est important, c'est peut-être les objets. Parce que justement, dans des musées, il faut aussi des objets. Et la question des objets, alors non seulement les livres qui documentent, mais les objets, moi, que j'appelle souvent sauvés du désastre, qu'on trouve dans différents musées aussi, qui sont dans les familles, sont aussi importants parce que ça témoigne aussi de la vie d'avant enfin, c'est aussi des traces quand les monuments sont détruits, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Les objets aussi ont une histoire, même les objets les plus modestes. Et donc, quand on a fait des expositions, et à Yerevan aussi, c'est le cas, enfin, il y a aussi une partie d'objets. Et donc, c'est pas simplement l'image. Claire Mouradian, en début d'émission, avec Raymond et avec Boris Adjemian, on évoquait la progression de la recherche historique sur les génocides, et notamment sur le génocide des Arméniens. Donc, on a commencé à parler sur ces sujets-là. Vous, qui êtes directrice de thèse, enfin, vous suivez un certain nombre de chercheurs, est-ce que vraiment on constate aussi l'apparition d'une nouvelle génération brillante Raymond nous parlait de la génération d'Arménie qui, selon lui, enfin pas selon lui, mais elle est vraiment brillante. Est-ce qu'on constate également ça en France où il y a une nouvelle génération de jeunes historiens qui s'intéressent aux questions et peut-être pourriez évoquer quelques travaux qui sont actuellement en cours pour montrer que cette recherche historique ne s'arrête jamais, quoi, en fait. Effectivement, il y a un intérêt très renouvelé pour l'histoire des Arméniens en général, l'histoire du génocide, l'histoire de la période récente, et ça se traduit dans des travaux. Enfin, je ne suis pas la seule à en avoir dirigé. Il y en a aussi non seulement au niveau des thèses, mais des masters. Donc, c'est devenu même et pas forcément de la part d'étudiants d'origine arménienne. C'est aussi le cas d'étudiants d'origine française. Enfin, l'écho qu'a eu à la fois autrefois la décennie terroriste, les questions de reconnaissance, de négationnisme, et puis bon, aussi au moment du centenaire, enfin tout ce qui s'est fait au moment du centenaire, a aussi redéployé cela. Bon, Raymond, il participait avec Vincent Duclerc, Annette Becker, Gaël Nassian, Hamid Bozarslan, Yves Ternon, etc., à ce conseil pour justement faire état de 100 ans de recherche et aussi montrer les nouveaux travaux. Et donc, il y a effectivement plein de nouveaux travaux. Bon, moi, ma dernière thèse, les 2 dernières thèses que j'ai dirigées, là maintenant je peux plus, voilà, j'ai pu achever celle que j'avais en cours, mais pas de nouveaux étudiants. Mais Raymond en a peut-être d'autres qu'il connaît aussi, ou Boris. L'une, c'était une jeune Turque qui travaillait sur alors elle avait déjà fait un master sur la transmission transgénérationnelle au sein d'une famille arménienne du génocide à Istanbul, et là elle travaillait sur recherche et enseignement du génocide comparé en Turquie, en Arménie, au Liban et en France, c'est-à-dire à la fois en Turquie et en Arménie, enfin dans les lieux d'origine et dans 2 lieux importants de la diaspora. Alors malheureusement, elle a dû, pour des questions administratives, de bourse et autres, parce qu'à un moment donné, elle avait dû fuir la Turquie au moment du coup d'État, enfin, de 2016. Elle a dû ressoutenir là-bas une thèse mais elle a fait un travail remarquable que j'espère faire éditer. Et l'autre, c'est Ludwig Gavrilov qui a soutenu une thèse sur alors
alors cette fois-ci sur l'après, sur le sort des écoles arméniennes, à la fois après l'Empire, donc à la fois en Turquie républicaine et en Arménie soviétique, la fabrique de l'homme nouveau, mais aussi l'homme nouveau avec ce qu'il y avait aussi comme enfant, qui était beaucoup d'orphelins et beaucoup de rescapés, donc des écoles enfin des orphelinats écoles, et donc aussi comment cette mémoire, entre autres du génocide, s'est transmise. Alors, voilà, donc il y a eu d'autres travaux aussi au niveau de master, je ne peux pas tous les citer, mais Raymond en a plein d'autres. Mais incontestablement, il y a un intérêt tout à fait renouvelé, à la fois aussi pour l'avant, pour le génocide lui-même, son déroulé, les d'autres éléments, et puis sur l'après, sur les rescapés, sur les orphelins, sur les diasporas issues des génocides, aussi sur les engagements pour la reconnaissance du génocide, enfin, sur le négationnisme. Par exemple, dans un des travaux, je n'étais pas du tout directrice de mémoire, mais enfin, j'ai été dans son jury, puis je l'ai un peu suivi. C'est Antoine Armand qui a été brièvement ministre de l'économie et qui a fait entre autres son master à l'époque, après il a fait tout à fait autre chose, il était germaniste sur le rôle des Allemands dans le développement du négationnisme turc dès la guerre, c'est-à-dire comment la propagande allemande, des Allemands alliés des jeunes Turcs, enfin de l'Empire ottoman, avait aussi contribué à alimenter ou à forger une part du négationnisme. Il a fait ça à Paris 4 avec Olivier Forcade. Donc, vous voyez, il y a aussi des choses parfois inattendues, et on ne connaît pas tous les travaux non plus en France, mais alors, il y a les thèses, on les connaît, elles sont affichées, mais il y a beaucoup de travaux de master aussi. Oui, vraiment, aussi, ça touche maintenant beaucoup de disciplines très, très différentes. Ça ne touche plus que l'histoire. Dans le dernier livre que vous venez de publier avec Vincent Duclerc et donc Thomas Hochmann, on touche par exemple à des questions sur le droit international. Et que là aussi, il y a des travaux en ce moment qui sont particulièrement intéressants avec des répercussions sur le génocide des Arméniens. Alors, là, il faut évoquer évidemment le travail de Zovinar Kevonian sur tout ce qui touche à l'après-guerre, aux droits humains, comme on dit à l'époque, aux droits de l'homme, ce qui va devenir les droits de l'homme, le droit international plus globalement sur des questions comme des violences de masse commises par un État et ses gouvernements. À la fin de la Première Guerre mondiale, quand il s'est agi de traduire en justice les criminels jeunes turcs, s'est posé la question quel outil juridique de quel outil nous disposons. Voilà. Là, on s'est posé cette question. Et dans les préliminaires de paix qui ont eu lieu à Paris dès le mois de février 1919, les juristes internationaux qui ont été appelés pour présenter un rapport ont tous constaté qu'on ne disposait pas des outils nécessaires. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était les tribunaux de chaque pays qui devaient juger les auteurs. Oui, et on a observé que ce soit dans le cas turc ou dans le cas allemand avec les procès de Leipzig, on a constaté qu'en fait des nationaux étaient absolument incapables de juger leurs propres nationaux, et en l'occurrence dans le cas turc, c'était une manière d'enterrer le problème, et et en Allemagne, ça a été la même chose, un échec total. Donc, Zovinar a mis en exergue tout ce processus, et elle s'est concentrée en particulier sur l'entre-deux-guerres. Et là aussi, vous voyez, au même titre que idéologiquement, les jeunes Turcs et les kémalistes ont influencé les nazis et Mussolini, je l'avais oublié tout à l'heure, à ce même titre, sur le plan du droit, on voit la connexion entre le premier génocide et la Shoah qui va suivre. Et il faut le mettre en exergue, ça. Alors, je précise que nous allons essayer d'avoir effectivement Zovinar Kevonian dans un prochain quart sur table, parce que c'est un sujet absolument passionnant et vital. Claire Moraillan voulait ajouter quelque chose.
Oui, je voulais ajouter, alors effectivement, il n'y a pas qu'en histoire, il y a en droit, en sociologie, en anthropologie, enfin, il y a des travaux dans beaucoup de domaines en psychanalyse, enfin bon, on connaît Jeanne Althouver, mais beaucoup de renouvellement aussi dans ce domaine. Il y a les travaux, et ça je pense que Raymond aussi peut en parler, des chercheurs turcs, en exil ou en Turquie même, enfin beaucoup de travaux assez remarquables. Et puis en France, il faut ajouter aussi les travaux concernant par exemple les relations arméno-turques. Je pense aux travaux d'Adnan Çelik, qui est maintenant maître de conf à l'EHESS, et son ouvrage La malédiction. C'est-à-dire les répercussions aussi, les liens sur les yézidis. Dans les thèses que j'ai dirigées, j'en ai une sur justement les yézidis de l'Empire ottoman et leur fuite vers les zones protégées, plus protégées, c'est-à-dire soit les zones arméniennes de l'Anatolie orientale, enfin de l'Est, soit vers la Syrie et l'Irak, et montrant aussi les connexions. C'est-à-dire qu'il y a aussi les travaux, pas seulement directement sur le génocide des Arméniens, mais quand même en même temps qui touchent à cette question. Et un travail récent aussi de Charles Gagné sur la crise d'Urmia de 1906-12, lorsque dans le cadre de la révolution constitutionnelle en Iran, la Turquie essaie d'annexer cette région-là, utilise les tribus kurdes avant que les Russes reviennent dans leur zone. Et on voit que les mêmes tribus, les mêmes chefs de guerre, etc., vont contribuer aussi après vont faire partie des génocidaires et des génocideurs, enfin je ne sais pas comment on peut le dire, des criminels. Et donc c'est aussi, vous voyez, même des travaux qui ne sont pas directement sur le génocide des Arméniens peuvent enrichir notre connaissance sur la question. Donc c'est voilà, c'est sans fin. Et il y a effectivement des nouvelles pistes et des perspectives qui s'ouvrent en permanence. Raymond Kevorkian, Claire Mouradian, on arrive bientôt au terme de cette émission. Mais Raymond Kevorkian, alors je vais être volontairement provocateur, ne le prenez pas mal, mais quand on est justement avec tout ce qu'on vient de se dire là, avec Claire Mouradian, vous pourrez répondre également à la même question provocante. Mais quand on est également, quand on est sur le site du musée du génocide à Yerevan, est-ce que vraiment, et quand on sait ce qui c'est, tous les travaux d'histoire, est-ce que vraiment on peut détourner le regard de la rate et regarder que la rakat? Ah. Écoutez, est-ce que ça relève du travail des universitaires ou je ne sais pas quoi vous dire. Non, là c'est le citoyen auquel je fais la part. Oui. Moi ce que je peux vous dire, c'est que... Parce qu'on a vu que l'historien, lui, il continue. C'est évident. Par exemple, on a des perspectives très intéressantes avec des fonds d'archives qui étaient restés enterrés, qui se trouvent tout au nord de l'Arménie, très au nord même, et où c'était une terre inconnue, quoi. Vous voyez qu'on est en train de défricher, non sans mal. Voilà. Alors... ce que je peux vous dire, c'est que le budget du musée du génocide, à part quelques donations extérieures, il est assuré entièrement sur le budget de l'État arménien. Et il n'y a pas de discussion. On met à notre disposition les moyens nécessaires pour le développer. Après, ce que vous évoquez, ça relève, je dirais, plus d'un débat politique interne qui peut me concerner en qualité de citoyen arménien ou citoyen français. C'est tout. Mais en tout cas, c'est pas la question qui se pose à des universitaires. Voilà. Claire Mouradian. Je ne pense pas effectivement qu'on va empêcher les historiens de continuer à travailler, y compris en Arménie, mais il faut bien réaliser qu'en fait, nous, les descendants de rescapés en diaspora, issus de l'Empire, de gens qui sont venus de l'Empire ottoman, on descend d'une autre société d'empire que les Arméniens d'Arménie, en grande partie, l'Arménie actuelle qui a été annexée par la Russie entre 1805 et 1828, même après, un petit peu après. Et donc, on n'a pas tout à fait la même histoire. Il y a une partie, bien sûr, de la population d'Arménie qui est aussi constituée de rescapés du génocide, mais pas tous, et on n'a pas tout à fait la même histoire, même si dans la sortie de guerre, les Turcs ont s'y poussé par là. Donc,
il y avait eu un colloque à l'occasion du centenaire en 2014, organisé par la Société de psychanalyse franco-arménienne. Et mon frère, enfin, psychiatre, avait été là-bas. C'est lui qui m'a fait cette remarque, parce qu'il y avait participé. Il m'a dit, tu sais, nous n'avons pas les mêmes fantômes. Et leurs fantômes là-bas, ce sont les fantômes du stalinisme, ce qu'on a tendance à oublier aussi en diaspora. C'est-à-dire que leur traumatisme, bien sûr, il y a eu l'attaque des Turcs, il y a eu une partie d'histoire collective et commune, évidemment, qu'ils connaissent, mais il ne faut pas oublier que pour eux, c'était les victimes du stalinisme, qui sont d'ailleurs un petit peu oubliées. Enfin, certains historiens les citent aussi, mais justement, la question de l'Artsakh a occupé les esprits. Donc ça, c'est aussi une réalité, c'est comme ça. De même, en Iran, ils n'ont pas tout à fait la même histoire, la même passé collectif, donc il n'y a pas la même relation au génocide, au souvenir du génocide. Ils n'ont pas eu des grands-pères ou des grands-mères qui pouvaient raconter ça. Donc c'est plus profond que ça. Ça ne veut pas dire qu'ils sont indifférents, certains peuvent l'être, mais il faut prendre en compte cette réalité. C'est tout, il ne s'agit pas de faire des jugements moraux, de même qu'en France, l'occupation allemande, ou disons les attaques allemandes, les trois guerres n'ont pas laissé les mêmes souvenirs à l'Est et au Nord que dans la région d'Angers, qui n'a pas été touchée. Donc c'est comme ça, c'est vrai pour chaque pays. Donc c'est un peu dommage. Je pense que surtout, c'est plus global que ça, et c'est qu'en ce moment, et ça je cite quelqu'un qui est un dissident de l'intérieur de l'époque de Vichy, un grand diplomate, au moment où je ne suis pas digression complète, où les Japonais profitaient de la défaite française pour essayer de mettre la main sur l'Indochine, et que Laval et Pétain étaient tentés de céder, disent qui est cédé volontairement est perdu à tout jamais. Donc quand on n'est pas dans le bon rapport de force, évidemment, il faut se retirer, mais en protestant. Et donc je pense que la question, même si elle n'est pas forcément fondamentale ou aussi fondamentale pour les uns que pour les autres, mais quand même c'est une question qui est quand même à l'origine de notre histoire actuelle, et fondamentale, et pas seulement pour les Arméniens, c'est aussi crime contre l'humanité, ça on ne l'oubliera jamais, il ne faut pas l'oublier. Ça doit jamais être, ça doit pas non plus être oublié volontairement. Et donc peut-être qu'il y a des moments où on met plus l'accent sur tel ou tel autre problème, et c'est normal, où on est plus ou moins concerné, c'est normal. Mais voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si. Alors, je suis Raymond Kevorkian, je vais vous laisser le mot de la fin, mais il y a une question que j'ai oublié de vous poser avec tout ça. On est dans le 110e anniversaire du génocide. Alors on vient de voir avec Claire Mouradian qu'il y a d'abord des livres qui sortent importants. Il y a une exposition donc au mémorial de la Shoah. Mais que prépare justement le musée du génocide pour ce 110e anniversaire? Vous m'aviez évoqué des conférences internationales qui allaient se tenir. Oui, un grand colloque international qui va avoir lieu du 29 au 31 mai. À Yerevan, avec de France plusieurs spécialistes, Hamid Bozaslan, Vincent Duclerc, qui vont être présents. D'accord. Oui. Donc il y a vraiment aussi une dimension, on commémore ce 110e anniversaire, on lui donne un faste un peu plus que d'habitude, ou c'est un peu comme tous les ans? En plus, cette année, le lendemain du 24 avril, on va entamer les travaux de rénovation de l'ensemble du site, et y compris du monument lui-même, qui est de 1967 et qui a besoin d'être réhabilité. Et avec un budget, évidemment, qui a été voté à la demande du conseil d'administration par le gouvernement arménien. Écoutez, merci à tous. Je remercie également Boris Adjemian qui était avec nous, Claire Mouradian, à bientôt, peut-être au mémorial de la Shoah pour une visite guidée qui est toujours très intéressante. Raymond Kevorkian, merci encore pour cette émission qui montre, s'il en était, que la recherche historique sur le génocide des Arméniens ne s'arrête pas et au contraire s'amplifie d'année en année. Et j'espère que nos auditeurs ont été très intéressés par cette émission. Et je n'oublie pas, avant de vous quitter, de vous rappeler que tous les rendez-vous de cette semaine qui sont importants pour la commémoration de ces 110 ans du génocide des Arméniens, et notamment donc les veillées du 23 avril, mais aussi les différentes manifestations qui ont lieu un peu partout en France, et le temps fort sur Paris, qui est jeudi 24 avril à 18h, devant la statue du Révérend Père Komitas, Esplanade du Canada, Esplanade d'Arménie maintenant. Donc voilà, rendez-vous à tous pour ces commémorations nationales. Merci et à la semaine prochaine.